Bonjour tout le monde. Aujourd'hui j'ai un petit peu envie de faire une vidéo, comment dirais-je, un mélange entre retour de lecture et vlog lecture peut-être. Je crois pas que j'ai déjà fait ça sur ma chaîne. En tout cas le mois de mai m'a donné envie de faire un retour de mes dernières lectures et de partager celles que je vais faire sur le mois de mai. Donc je pense que ça sera fragmenté en plusieurs parties, vous me verrez peut-être sous différents aspects au long de la vidéo. Déjà j'ai envie de commencer par vous parler de deux livres que j'ai lus récemment qui sont La Terre de Zola et Yellowface de Rebecca F. Kuang. Deux romans très différents à tout point de vue. J'ai pas tout à fait fini La Terre encore, mais je pense que je vais essayer de le finir aujourd'hui ou demain et je pense que je vous en reparlerai. Et hier soir j'ai terminé Yellowface de Rebecca Kuang et j'ai vraiment envie d'en parler parce que c'était une lecture vraiment très inattendue et très intéressante. J'en avais déjà entendu parler de ce livre parce qu'il a eu un succès vraiment très important quand il est sorti. Moi j'étais un peu passée à côté de la hype totalement, c'est après coup que j'ai vu que ça avait été quand même un sacré succès. Ce qui m'a poussée à le lire, c'est qu'en fait Margarito en a parlé sur son compte Instagram récemment en disant vraiment que c'était un banger tout simplement. Donc Yellowface, c'est une histoire qui part d'un plot somme toute assez banal. En tout cas un plot que moi j'avais déjà vu dans d'autres œuvres de fiction, c'est-à-dire qu'on a deux autrices, June et Athena. June est une autrice peu connue, qui n'a pas de succès, elle a écrit un premier roman mais ça s'est pas vraiment bien vendu. Et à l'opposé, on a Athena qui est vraiment une star de l'écriture, qui a publié son premier roman très jeune et qui est depuis vraiment l'étoile montante de la littérature aux États-Unis, entre guillemets. Elles sont amies, mais une amitié un petit peu bizarre dès le début. Le roman est écrit sous le point de vue de June. Et elle décrit comme sa relation avec Athena de façon assez envieuse, on va pas se mentir, dès le début c'est assez clair. Elles ont étudié ensemble et c'est comme ça qu'elles se sont connues et qu'elles sont devenues amies, mais c'est une amitié qui semble assez superficielle, en tout cas du point de vue telle qu'elle s'est racontée par June. Et donc le roman commence, elles font une soirée en fait toutes les deux qui finit chez Athéna, et lors de cette soirée June trouve en fait le manuscrit du prochain livre d'Athéna qui a été entièrement écrit à la machine à écrire, donc il n'y a pas de traces autres que de ce manuscrit. Vous voyez un peu venir la suite sans doute. Et donc en fait lors de la soirée, Athéna meurt dans un accident un peu étonnant, bizarre. Un peu ridicule aussi peut-être, ce que fait June, c'est qu'elle s'empare du manuscrit et elle va décider donc de le reprendre et de le publier. Jusque là vous allez me dire, ok, déjà vu. Sauf que il y a une subtilité qui est vraiment intéressante et qui va donner tout son intérêt au roman, c'est que Athena Liu était une personne issue de la diaspora chinoise donc aux États-Unis et June est une femme blanche. Et June va reprendre le texte de Athéna, qui est un texte qui parle en fait du camp des travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale, et se le réapproprier, c'est vraiment le terme qu'on peut dire, parce qu'elle va réécrire des passages et les reformuler avec son regard à elle. Et donc vous voyez bien tout l'intérêt de l'histoire qui commence à se dessiner, et quand June publie le texte, elle va le faire sous un nom différent, un nom à une consonance un petit peu qui laisse planer le doute sur ses origines en tout cas. En fait, on va avoir le point de vue de June qui au début ne se rend vraiment pas compte de ce qu'elle est en train de faire. Le simple fait en fait qu'elle réécrive le texte, elle va y apporter un point de vue totalement de personne blanche qui pense que certaines choses sont trop exagérées dans le texte initial de Athéna. Et en fait, tout le long de l'histoire, on va se rendre compte que June est simplement une personne raciste et qu'elle l'a tellement intégré que certaines choses ne la choquent pas. C'est quelque chose qui va être distillé tout le long du roman et qui rend le personnage absolument détestable, parce qu'en plus après elle va vraiment se victimiser, enfin c'est vraiment un archétype de personnage assez détestable. Mais en même temps, Rebecca Kuang, elle réussit à, à utiliser ce point de vue pour montrer plein de choses très intéressantes. Donc je vous ai dit, hein, il y a vraiment toute cette idée du fait que June a une vision fantasmée de la Chine, de la façon dont elle se réapproprie le texte, qui est évidemment pas ok, parce qu'en fait June ne connaît rien du tout en fait à la Chine, à ses particularités, à sa langue, à sa culture, et donc elle va plus ou moins s'intéresser, mais en fait d'une façon très finalement assez superficielle. Ça montre en fait aussi tout le racisme qu'il y a au sein des maisons d'édition. Par exemple, ils vont se dire on publie un texte d'un ou d'une auteure issu d'une minorité,
Et c'est bon quoi, en fait on va pas en publier non plus 3000 comme ça va, on a fait le quota et puis point barre, c'est un peu ça leur logique. Leur logique elle est vraiment axée sur faire de l'argent, quitte à avoir des drames, quitte à avoir en fait des choses qui vont faire parler tout simplement parce que ça va vendre plus. Il y a aussi tout un aspect sur le harcèlement sur les réseaux sociaux que j'ai trouvé assez intéressant, où vraiment, ouais, il y a vraiment toute une description de l'usage des réseaux sociaux qui est décrite de façon très... On voit que c'est un usage qui est vraiment pas sain, en tout cas, des réseaux sociaux. Ça tourne en boucle, il y a des idées d'obsession, il y a du harcèlement. En fait, ça parle aussi tout simplement de l'isolement du métier d'écrivain, de la vision aussi de... comment dire... Ça a des réflexions aussi sur la création en tant qu'écrivain, écrivaine, comment on trouve l'inspiration, qu'est-ce que c'est vraiment de reprendre un texte, qu'est-ce qui est vraiment du plagiat ou ce qui ne l'est pas. Ça pose un peu toutes ces questions-là, toutes ces réflexions-là. Et voilà, je pense aussi que ça parle de succès, de jalousie, de façon d'envier les autres. Voilà, c'est un texte qui est vraiment très intéressant. Je trouve que développer le point de June, c'était un exercice vraiment subtil, vraiment fin, parce que on se rend compte en fait de plein de choses qu'elle a intériorisées, qui sont... Des fois elle s'en rend compte en fait au moment où elle dit les choses, elle se rend bien compte qu'elle a des préjugés, qu'elle a des biais, qu'il y a des choses dans ses réflexions qui ne sont pas ok, mais elle revient quand même toujours à cette phase de se victimiser en fait. Et ouais, je trouve que ce point de vue est vraiment intéressant et c'est un texte qui m'a pas mal... vraiment j'étais happée dedans. Bon voilà, c'est comment on dirait un page turner, on a envie de tourner les pages, c'est une écriture qui est très simple, qui est faite vraiment pour voilà qu'on tourne les pages, qu'on lise rapidement. C'est décrit un peu comme un thriller, je trouve pas spécialement, moi je trouve que c'est beaucoup plus une réflexion, alors il y a un côté un peu thriller évidemment, mais c'est plus un peu une, comment dirais-je, une réflexion, une introspection, je trouve, autour du personnage et de ce qui lui arrive. Et voilà, enfin bref, ça fait longtemps que je n'avais pas autant détesté un personnage en lisant le livre, je ne vous le cache pas. Vous allez voir, June est quand même... enfin globalement, moi elle m'a particulièrement énervée. Mais c'est quand même pas inintéressant et ouais, j'ai trouvé ce livre vraiment très bien fait. Je trouve que c'est une bonne idée de partir d'un postulat entre guillemets simple et d'opérer un petit switch qui va vraiment apporter plein de réflexions vraiment passionnantes. Et je pense vraiment que c'est un bouquin que beaucoup de personnes blanches devraient lire parce que ça montre comment plein de... comment dire, de réflexions racistes, enfin on va dire que nos privilèges commencent à s'insinuer dans notre façon d'être et on se rend même plus compte en fait des privilèges qu'on a, des avantages qu'on a. En tout cas dans le point de vue de June c'est vraiment ça. Donc je pense que c'est hyper intéressant de ce décryptage qui a été fait par l'autrice. Ça je trouve que c'était vraiment très bien fait et c'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne lecture et que je la recommande vraiment chaudement. Attention, florilège de grâce et d'élégance. J'avoue, j'ai un peu rigolé. Je viens de continuer Zola, La Terre. J'ai quasiment terminé, mais il me reste, je sais pas, genre 50-60 pages, mais là je fais une pause parce que je suis un peu énervée, un peu agacée. Faut vraiment que j'en parle de ce livre parce que j'ai beaucoup de choses à en dire, vraiment, enfin beaucoup de choses, je sais pas, mais il me travaille beaucoup ce livre depuis que je l'ai commencé. Je l'ai commencé La Terre de Zola en me disant que ça serait un livre intéressant à lire en parallèle de lecture un peu sur le thème de l'écologie. J'ai lu entre autres Perspective Low-Tech, dont je pense que je reparlerai plus tard. J'essaie de un peu, là faut que je mette un peu en place mes notes et ce que j'ai retenu du texte parce que c'était hyper intéressant.
Et je me disais que lire un livre comme La Terre, en parallèle, ça m'apporterait d'autres idées intéressantes, parce que La Terre, c'est un texte de Zola, donc je sais plus quel tome des Rougon-Macquart, je sais plus lequel c'est le 15, le tome 15 des Rougon-Macquart, et il prend place dans la Beauce, au sein d'une ville, la ville de Rognes, une ville donc de paysans qui travaillent la terre, et on suit le personnage de Jean Macquart qui revient de la guerre en fait, et qui est un ancien charpentier, qui revient de la guerre, et qui se fait embaucher dans un corps de ferme. Et donc je me disais qu'on allait avoir justement toute une notion du travail de la terre, et c'est le cas en partie. Zola va notamment parler de l'opposition entre ouvriers et paysans, parce que le monde est en train de changer, de l'apport de nouvelles technologies, même si c'est très peu présent, c'est évoqué, mais je trouve que c'est pas... Voilà, il rentre pas dans le détail. Là, je lisais un passage super intéressant, notamment sur l'introduction des phosphates comme engrais. Alors je trouve ça... Enfin, ça fait sourire quand on sait aujourd'hui ce que ça fait. Mais disons qu'à l'époque, ils pensaient que ça allait être révolutionnaire et que ça allait les aider à améliorer la production et à soulager aussi la charge de travail manuel. Donc aspect qui m'intéressait mais qui finalement est vraiment pas très présent, tant présent que ça dans le bouquin, puisque Zola il cherche plutôt à se concentrer sur un drame familial de partage des terres. En fait on a un vieil homme qui s'appelle Fouan, le vieux Fouan, qui a travaillé la terre toute sa vie et il a envie de partir plus ou moins en retraite, et donc il décide de diviser sa terre en 3 pour ses 3 enfants, et ses enfants du coup lui donneront une rente qui lui permettra lui de pouvoir vivre sa vie de retraité tranquille. Ça se passe très mal, le partage se passe très très mal, et notamment un des fils le plus jeune, Buteau, est un personnage qui va... Enfin, vraiment les 3 sont absolument horribles, mais lui c'est vraiment le pire je trouve personnage. Il va d'abord faire genre il veut pas toucher son héritage, et après il va réussir à récupérer en fait des terres d'une autre façon. Et en fait ce livre a que des personnages vraiment insupportables. Alors vous allez me dire c'est pas du tout nouveau chez Zola d'avoir des histoires horribles, des personnages horribles, mais là ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre où les personnages sont aussi détestables. En fait leur obsession de l'argent est telle que ça les rend... Enfin... Ils sont vraiment tous détestables en fait, c'est vraiment leur obsession, l'obsession de toucher l'héritage de leur père, de trouver où est-ce qu'il a pu cacher de l'argent en plus. Ils sont tout le temps en train de chercher où est-ce qu'il aurait pu cacher de l'argent en plus, de vouloir négocier pour ne pas lui payer la rente qu'ils lui doivent une fois qu'ils ont ses terres. C'est que des histoires comme ça. Et au milieu de ça en fait, le personnage de Jean lui va s'éprendre d'une des nièces de Fouan, Françoise, qui vit avec sa sœur Lise. Ça c'est 2 personnages en fait qui gravitent un peu autour du cœur on va dire des Fouan, et qui vont prendre de l'importance en fait au fur et à mesure, puisque le plus jeune fils de Fouan, du coup Buteau, va du coup se marier à sa cousine. Ça se faisait à l'époque visiblement, sa cousine Lise, et en fait il vient briser la relation entre les 2 sœurs Françoise et Lise. Elles vivaient tranquillement en fait sur leur terre avec leur père qui ensuite meurt. Elles faisaient leur vie sans problème. Et donc lui il finit par se marier avec Lise, et ça va venir mettre un peu ça va venir détruire en fait la relation entre ces 2 sœurs, et il va se passer à partir de là vraiment des choses absolument atroce. C'est vraiment un des romans de Zola, je trouve, les plus violents que j'ai jamais lus. Les personnages, je vous le disais, sont détestables. Vraiment, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Mais ça, on se dirait que c'est habituel chez Zola. Ce qui m'a vraiment choqué, c'est la violence et la vulgarité, en fait, des personnages. Chose qu'il n'y a pas autant dans ses précédents romans, je trouve. Je trouve limite qu'il est dans la caricature parfois, et j'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de descriptions d'actes sexuels, alors c'est pas extrêmement détaillé, mais juste que c'est très présent, et il n'y avait pas autant ça dans ses précédents romans. Et vraiment, il assimile les hommes à des animaux, à vraiment des bêtes en fait, des êtres qui ne contrôlent pas leurs pulsions. C'est vraiment comme ça hein, qu'il les décrit. Il dit souvent, il emploie les termes mâles, les termes femelles pour décrire des hommes et des femmes, c'est très particulier. Et toujours ça rapport entre guillemets à la semence, à la terre, enfin vraiment il fait tout un parallèle entre la sexualité et le travail de la terre. Et en fait, là où je vous dis que c'est violent, c'est que vous doutez bien que dans toutes ces représentations, il y a évidemment des agressions,
même pire que ça, et c'est vraiment, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi violent, et clairement, enfin je pense qu'il faut quand même être un peu averti quand on lit ce roman, ce qui était pas du tout mon cas, donc j'avoue que j'étais en mode ah oui d'accord, c'est charmant, et je pense qu'il va falloir que je lise la préface et le dossier dans le bouquin pour comprendre un peu mieux, parce que je ne comprends pas en quoi ça sert son histoire, de faire une histoire aussi violente, aussi provocatrice. Alors je sais que c'est un texte qui se veut provocateur, mais je ne vois pas en quoi ça sert en fait, je vois pas ce qu'il essaye de dire en fait sur la campagne, sur le monde paysan, je vois juste quelque chose de super violent et de dénigrant. Je crois que mon livre contient une préface et un dossier, préface c'est sûr, et il y a un dossier à la fin justement qui parle de l'accueil critique, et j'attends un peu de voir ça parce que moi j'ai l'impression qu'il est plus dans une énorme caricature du monde paysan de l'époque, et j'attendais pas du tout ça de sa part en fait, au contraire j'attendais quelque chose d'un peu plus construit, intéressant, et c'est pas le cas. Et là vraiment il me reste 50-60 pages, mais je pense que mon avis va pas globalement changer, je ne comprends pas cet ouvrage. Et pourtant ça a été apparemment un succès à l'époque chez ses lecteurs. Je pense que ça a été un succès parce que comme je vous disais, il y a des violences au sein de familles qui font qu'il y a un espèce de drame familial, mais il y a plus que ça, il y a des agressions, etc. Donc bref, il y a tout un truc, je pense, très malsain qui, je pense, a attiré aussi un certain nombre de lecteurs et lectrices, peut-être. Je pense que je reviendrai un peu vers vous une fois que j'aurai lu la fin du roman, et que j'aurais aussi lu la préface et lu peut-être quelques informations complémentaires sur le contexte de publication, ce qu'a voulu faire Zola avec ça. Là j'essaie un peu de redescendre parce que j'avoue que je suis arrivée à même si je suis pas très loin de la fin et que je pense qu'il va pas y avoir grand chose qui change, j'étais vraiment à une étape là où je me suis dit mais c'est révoltant, il y a pas de justice, c'est dégueulasse. Classique Zola, j'ai envie de vous dire, mais là vraiment on était quand même sur un niveau encore une fois j'ai l'impression qu'il peut pas faire pire d'un roman à l'autre, mais en fait si, il arrive à trouver des situations absolument abominables. Bref, je vous tiendrai au courant de ce qu'il en est et de ce que finalement je retiens de cette lecture parce que waouh. Est-ce que j'ai bien nettoyé mes lunettes? Je me demande toujours. Bah non, du coup j'ai oublié. Et bonjour, on se retrouve le lendemain. J'ai terminé Zola hier soir et j'ai lu un petit peu sur le dossier, en fait, l'ébauche qu'il a fait du texte. C'est fourni dans l'édition que j'ai, où en gros c'est des extraits où il explique un peu ce qu'il a voulu faire et c'est assez clair, du coup on comprend un peu son objectif. Pour revenir un peu sur mon avis général, c'est un livre qui est divisé donc en 5 actes, d'une centaine de pages chacun. Et c'est vrai que l'entrée en matière dans le roman a été très compliquée pour moi. C'est souvent le cas pour les Zola, je trouve, en tout cas les Rocco Macquart, je trouve qu'à chaque fois que je commence, c'est un peu pénible, il y a beaucoup de personnages, faut un peu se mettre dedans, mais après, une fois, c'est parti. Mais là, tout le premier acte, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, c'était assez compliqué, c'était assez pénible. J'ai hésité même à continuer, je me suis dit, je le sens pas du tout, là ça fait 100 pages et non, j'ai pas spécialement envie de continuer. J'ai continué et c'est vrai que j'ai été happée à partir de ce moment-là par le drame familial, cette partage des terres, parce qu'il y a des disputes, des rebondissements, on se demande qui va récupérer quoi, par où ça va passer, qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc c'est assez prenant là-dessus. Vraiment ce livre m'a choquée clairement par sa vulgarité, son obscénité, et en fait c'est surtout que pour moi, en fait que quelques personnages le soient, j'ai pas trop de soucis avec ça, Zola l'a déjà fait par le passé. Mais là c'est vraiment, comme je pense que j'ai déjà dit hier, c'est tous les personnages qui sont comme ça, il n'y a pas de limite, et en fait presque il y a des scènes et des situations que je trouve totalement dispensables, qui n'apportent rien à la narration, qui n'apportent rien à la compréhension du récit, et qui n'apportent rien en termes d'idées pour se figurer, on va dire, ce village, cette région et le mode de vie et n'apporte finalement aucune réflexion par rapport à la situation que nous présente Zola, donc j'ai pas trop compris ça. En gros, ce qu'a voulu faire Zola, c'est qu'il voulait vraiment montrer le fait que les hommes veulent posséder la terre. Ça va être tout le sujet un peu du roman, c'est-à-dire de s'approprier des terres et de partager les terres, donc ça c'est évidemment le plot de base, mais il va le montrer en montrant que la terre, voilà, est cultivable, on semence la terre, on laboure la terre, on pénètre la terre, et du coup il fait de la terre une espèce de figure féminine qui va représenter par les femmes qui se font finalement agresser. Alors elles sont pas toujours agressées, certaines sont consentantes pour etc, tout ce qui va être décrit, mais
concernant le mode de vie des paysans et le lieu où ça se passe, la Beauce, Zola a été très critiqué à l'époque par le fait qu'il a fait peu de recherches sur ça. On lui reproche notamment de ne pas montrer le vrai parler des paysans, de faire de la caricature, d'avoir peu étudié la Beauce, et c'est vrai, Zola a été très peu de temps en Beauce, et c'était clairement pas son objectif en fait quand on lit l'ébauche, c'est pas ça en fait qu'il veut raconter, lui ce qu'il veut montrer vraiment c'est cette appropriation de la terre, c'est ce drame familial, c'est voilà, il veut parler à la fin un peu de la nouvelle répartition des terres en fait, il parle d'expropriation des riches propriétaires de terres, il parle aussi de l'arrivée donc des machines, des engrais. Il a cette volonté-là de parler de ces sujets-là, mais du coup je trouve que c'est un peu... J'ai un peu du mal en fait à voir où il veut situer son récit exactement, parce que bah en fait je trouve que c'est assez anecdotique en fait, les phases vraiment où il décrit le partage des terres, c'est pas si présent, enfin hormis l'héritage, de façon générale en fait ce qu'il évoque par rapport à ça, je trouve que c'est assez vague, c'est assez... Enfin, c'est pas que c'est vague, c'est que c'est peu développé je trouve, à mes yeux en tout cas, et ouais, enfin j'ai l'impression que finalement il a beaucoup plus axé son récit sur un drame avec des événements absolument atroces pour garder les lecteurs et les lectrices, parce que le reste finalement ne raconte pas tant de choses que ça. J'ai un peu cette sensation là. Bon, il fait aussi de la... Enfin, c'est aussi volontairement provocateur. Il appelle un de ses personnages, par exemple, Jésus-Christ. Sur le coup, ça m'a pas spécialement... Enfin, je me suis dit trop bizarre, mais j'ai pas... Voilà, j'ai pas plus réagi que ça. Mais en fait, c'est vrai que à l'époque, si, ça donne des phrases assez... comment dire, assez étonnantes, puisque le personnage qu'il appelle Jésus-Christ, c'est une crapule, c'est un beauf, c'est tout ce que vous voulez, et c'est vrai que ça donne des phrases assez ridicules parfois, et assez... qui j'imagine pouvaient aussi être choquantes et extrêmement provocatrices pour l'époque. J'ai aussi été assez perturbée par le personnage de Jean Macquart, qui est censé être le personnage principal. Le roman commence et enfin s'ouvre et se ferme avec ce personnage, mais pourtant je l'ai trouvé assez absent finalement. Tout le long du roman, il est très passif, il subit vraiment les choses, j'ai l'impression, en grande partie. Mais ça, je pense que c'est voulu. Je pense que c'est voulu par Zola parce qu'il veut vraiment le montrer comme un personnage qui est étranger à ce village de paysans, qui est en opposition avec les paysans. C'est une figure d'ancien soldat. Tout le monde l'appelle caporal d'ailleurs. C'est un ancien soldat. Il a été menuisier auparavant. Il est montré un peu comme une figure d'ouvrier à l'opposition des paysans, et du coup, il n'est pas vraiment accepté pleinement au sein du village. Il sera jamais vraiment... Enfin voilà, il y aura toujours une sorte de, pas de défiance, mais de distinction qui est faite par rapport à lui. Je pense que ça c'est volontaire, mais c'est vrai que c'est assez perturbant, et c'est vraiment sur la fin seulement que je l'ai ressenti, et où Zola vraiment le montre, le met vraiment en avant, le recentre en fait, le remet au centre du récit, en nous disant que oui, c'est devenu c'est un total étranger, même dans sa propre maison finalement. Donc ça c'était perturbant, mais finalement je comprends ce qu'il a voulu faire, et c'était intéressant. Donc c'était pas le meilleur Zola que j'ai pu lire clairement, après tout n'est pas à jeter, il y avait des choses intéressantes qui ont été évoquées, et puis j'avoue que j'ai aussi beaucoup ri sur certains dialogues de dispute qui étaient quand même assez drôles dans la façon dont c'était écrit, et oui voilà, c'est un livre qui m'a fait réagir en fait tout simplement, il m'a fait peur, il m'a révolté, c'est quand même déjà qu'il provoque des émotions, donc c'est déjà quelque chose. Voilà, et puis ça fait à peu près, je sais pas combien de temps que je vous en parle, donc finalement j'avais quand même pas mal de choses à en dire, je crois. Et je pense qu'il est temps de s'arrêter là, à mon avis, et de passer à une prochaine lecture. J'ai envie de lire quelques mangas pour ce mois de mai, ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Et je pense que je vais commencer Many Nights with a Cat. Je sais pas si ça a été traduit en français, je me souviens plus trop. C'est un manga dont les dessins sont très mignons et drôles. En recherchant le nom, je pense que vous allez beaucoup rigoler dans votre barre de recherche, il y a vraiment des images très drôles. On était tombé dessus avec mon ami Sweet quand on avait fait une librairie à Paris. On était tombé dans un rayon où il y avait ce manga là, et on l'avait trouvé très drôle et très amusant et très mignon. Donc je pense que je vais lire ça cet après-midi. Je vais peut-être lire un tome ou un truc comme ça, je pense. Et puis je vous dirai ce que j'en pense.
J'ai fini de lire Nights with a Cat. J'ai lu les 3 volumes que j'avais à disposition et je pense que je vous aurais inséré quelques images. Vous aurez vu que le dessin est vraiment très mignon, très doux et un peu cartoonesque aussi. J'aime beaucoup. Ça se lit vraiment très vite. Vraiment, je pense que j'ai dû tout lire en 1 heure, 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Enfin, c'était assez rapide. C'est pas un plot extrêmement original, c'est Futa qui a un chat, qui adopte un chat, et en gros le manga est fait sous forme de petites séquences de 2 à 4 pages maximum, on va dire, avec par exemple le chat ne se laisse pas caresser, ou le chat va dans une boîte quand le chat voit une personne étrangère ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est plein de petits sketchs en fait comme ça qui sont répartis, et c'est très mignon. Et même si on n'a pas eu de chat vraiment chez soi, on reconnaît quand même pas mal de caractéristiques du comportement des chats, en tout cas qu'on a pu connaître, qu'on a pu voir sur internet et autres, et c'est assez drôle. Et ouais, le dessin est vraiment très doux. Ça m'a fait du bien en fait de lire ça, je pense, après avoir fini Zola. Radicalement une ambiance différente, mais j'ai beaucoup aimé. C'était très doux, c'était très drôle aussi, j'ai ri. Voilà, donc très chouette, je suis contente d'avoir lu ça. Et je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Je verrai si je continue ce vlog ou si ça s'arrête là, ou si je reprends mes lectures un peu plus tard quand j'aurai d'autres jours off pour pouvoir tourner ça et partager mes lectures. Voilà, à bientôt!